Bonjour à tous les panélistes, à tous les intervenants. Merci à la Banque mondiale et merci également à la CGM de pouvoir travailler en collaboration et de pouvoir donner quelque chose à notre pays, également à une part importante de notre pays qui est l'élément féminin. Donc, aujourd'hui, c'est un webinaire qui sont des webinaires qui font partie d'une plateforme CGM World Bank concernant le Morocco for Diversity. Et il y a eu plusieurs séminaires et celui d'aujourd'hui, c'est l'accès des femmes au marché de l'emploi. Le titre, un cadre juridique pour un environnement de travail plus inclusif. Donc, nous allons essayer de parler de manière très sereine, je dirais de manière très directe, pas barbante, parce que ce qui est important pour nous, c'est de délivrer un message. Mais je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur une chose importante. Là, quand on parle de la femme, nous ne sommes pas là pour dire que la femme quémande quoi que ce soit. Elle fait partie de notre société, elle a son mot à dire, et nous devons tout faire pour pouvoir permettre à notre élément, à notre deuxième élément au niveau de notre société, de pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir développer notre pays, et par là, quand je dis notre pays, toutes les composantes de notre pays. L'objectif aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est que vraiment, on va discuter de la situation actuelle du cadre juridique et réglementaire régissant la participation économique des femmes au Maroc, avec une comparaison avec les pays de la région, MENA, et avec un focus particulier sur les femmes sur le lieu de travail. Pour information, au niveau de la région MENA, si mes souvenirs sont bons, nous sommes classés deuxième. Mais au niveau du lieu de travail, je pense que nous avons un bon score qui est 100. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. Puis après, donc, il faut mettre en évidence la rentabilisation et les avantages financiers des réformes juridiques plus inclusives relatives au lieu de travail. Donc, pour qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont, aujourd'hui, des critères fondamentaux existent pour toutes les multinationales, par exemple, qui veulent s'installer dans des marchés donnés, pour pouvoir dire si ce marché donné, on peut s'installer, on peut s'investir, et parfois, elles prennent certains critères. Si c'est la justice, si c'est ceci, si c'est cela, mais également, il y a un critère qui est très important. Je ne dirais pas le critère genré, parce que je n'aime pas ce terme-là, je dirais cette diversité. Et quand je dis diversité, hommes, femmes, personnes qui nécessitent des besoins spéciaux, etc., tout ce que vous voulez. Il y a cette diversité qui fait la différence entre X, Y et Z, mais qui fait quelque chose de très très bien, le ferment de tout le pays. Et puis après, le dialogue entre le secteur public et privé sur les réformes potentielles nécessaires au Maroc pour amener plus de femmes sur le lieu de travail. Donc je sais bien que le secteur privé travaille pour faire le maximum à travers la CGM, à travers plusieurs publications, et j'invite tous ceux qui nous écoutent en direct ou qui nous écouteront, qui nous verront en podcast par exemple, d'aller directement sur le site web de la CGM, cgm.ma, bien sûr www.cgm.ma. Il y a beaucoup de publications, beaucoup de propositions à tous les niveaux qui puissent concerner de près ou de loin tout ce qui touche de près ou de loin au secteur privé, mais également au niveau de notre société, et notamment quand on parle de notre société, il y a également cette responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Alors, avant d'aller plus loin, réfléchissons sur un truc bien précis. Quand on parle de l'entreprise, ne l'oublions pas, le secteur privé. N'oublions pas, le secteur privé est là pour faire du business, ce qui est tout à fait normal. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des critères qui font un plus. Ce plus-là, c'est comment nous gérons nos entreprises. Comment sont gérées nos entreprises? Quels sont les éléments de nos entreprises? Sans oublier une chose importante, et je le dis souvent, on parle un petit peu de recrutement, mais n'oublions pas une chose importante, quand nous recrutons, nous ne recrutons pas un genre, nous ne recrutons pas homme, femme ou je sais qui d'autre, mais une compétence. Il n'y a pas de nationalité. Il ne faut pas oublier cette chose qui me paraît très, très importante. Donc, à travers cette brève introduction, je voudrais ouvrir pendant 2 minutes, dire un petit peu de quoi il s'agira, et puis après, je donnerai la présentation. Je demanderai à chacun d'entre vous de se présenter pour que chacun d'entre vous puisse connaître l'autre, etc. Et que ceux qui nous voient en direct ou en podcast puissent savoir à qui ils ont affaire. Donc voilà, grosso modo, nous allons parler beaucoup plus du WBL, parce que c'est une étude de la Banque mondiale. Et que dit cette étude? Que les femmes ne jouissent que des 3/4 des droits juridiques reconnus aux hommes. L'amélioration de la mixité sur le lieu de travail repose sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Cela peut être réalisé grâce à plusieurs initiatives et partenariats du secteur privé pour soutenir les opportunités d'emploi des femmes, telles que des politiques de travail favorables à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et un recrutement impartial. N'oublions pas une chose importante, c'est que nous, quand nous parlons du Code du travail, et je sais bien que chacun d'entre vous pourra
toucher un petit mot à ce niveau-là. Le code de travail précise une chose importante, que le code de travail, c'est le minimum. C'est-à-dire que l'entreprise peut donner le maximum qu'elle puisse donner et qu'elle puisse prenne les devants, si j'ose dire. Il y a également, au niveau du WBL 2021, femmes, chefs d'entreprise, emploi, beaucoup de critères. Les indices dont on parle, ce sont au nombre de 8, mais également celui de 2021 a touché un point essentiel, la garde des enfants et l'accès à la justice. Et je pense que Souad pourra en parler beaucoup plus. Je continue. Cependant, dans de nombreux cas, les entreprises se retrouvent dans une impasse, étant donné que les lois et réglementations imposent aux femmes des contraintes spécifiques pour leur permettre d'accéder et d'évoluer dans le milieu professionnel. Effectivement, à travers les 8 indices, il y a certains critères qu'on peut dire ça va mal, ça va très très bien. Pour le Maroc, et Souad nous le dira, c'est surtout le côté, je dirais, actif. Dans toujours ce rapport, le Maroc a obtenu un score de 75,6 sur un maximum de 100, un score de 100, ce qui est supérieur à la moyenne de la région MENA de 51,1. C'est-à-dire qu'il est classé 3e au niveau du monde arabe et au niveau de l'Afrique, il est classé parmi les 20 premiers, je dirais c'est le 20e. L'île Maurice, si mes souvenirs sont bons, sont numéro 1. Toutefois, ce dernier se situe loin derrière d'autres pays de la région qui ont connu une évolution plus impressionnante en termes de réformes juridiques au cours de la dernière année. Le rapport suit les changements juridiques et réglementaires pour chacun des 8 indicateurs dont je vous ai parlé, qui sont choisis, et pour noter chaque pays. Nous pouvons noter à titre d'exemple que le Maroc interdit la discrimination sur le sexe dans l'emploi. Il a également mis en place une législation protégeant les femmes contre le harcèlement sexuel au travail, impliquant des sanctions pénales. De plus, les femmes ne semblent faire face à aucune restriction légale limitant leur mobilité. En outre, il est à noter que les femmes et les hommes peuvent posséder et gérer des entreprises. Par ailleurs, le Maroc a modifié son code pénal qui facilite l'accès des femmes au crédit en interdisant la discrimination fondée sur le sexe et dans les services financiers. Ce dont je viens de parler, il fallait voir un petit peu la législation avant 2004. C'était à dormir debout. Le Code du travail a repris beaucoup de principes de toutes les conventions internationales et les a intégrés. Je ne dis pas que c'est la joie, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que on a accédé à un degré assez important. Et je finis rapidement pour vous donner la parole, parce que j'ai trop parlé et je m'en excuse. Néanmoins, bien que le Maroc enregistre des progrès en matière de conditions de travail, de mobilité et d'accès au financement, sa progression sur d'autres indicateurs semble moins évidente. Par exemple, les femmes ne peuvent toujours pas travailler dans le secteur industriel ou dans un travail jugé dangereux de la même manière que les hommes. Il faut noter dangereux de la même manière que les hommes. Industriel, j'en connais, j'en ai beaucoup placé et je vous assure que c'était des dames de fer, des Margaret Thatcher à la marocaine. Une ligne et je m'arrête là. Donc, parmi ces secteurs-là, il y a l'exploitation minière et je pense que Rachid pourra en discuter avec nous. Donc, rapidement, je donne la parole à nos chers panélistes et j'aimerais que vous vous présentiez. Je vais commencer rapidement par Leïla, si tu peux te présenter rapidos, s'il te plaît, ma chère Leïla, et merci d'avance. Merci pour cette introduction. Donc, Leïla Slassi, je suis membre de la CGEM et plus précisément de la commission Entreprises responsables et citoyennes. Effectivement, comme tu viens de l'évoquer, au sein de cette commission, on est très actif sur les questions liées à la parité et à l'inclusion des femmes dans le monde de l'entreprise en participant donc via différents volets, effectivement, à toutes les réflexions qui sont menées par la CGEM, mais également à travers l'octroi du label RSE de la CGEM qui met au cœur de son attribution l'un des principaux critères qu'on analyse, et je peux le dire en tant que membre du jury, de manière, disons, très, très fine, c'est la participation des femmes et la prise en compte de cette question de parité dans l'entreprise. Et je te remercie pour les super photos dont tu nous as fait la présentation. J'ajouterai de ma part, si tu le permets, ma chère Leïla, que également tu es cofondatrice du mouvement collectif Massaktech, qui a fait beaucoup de bruit et du bon bruit. Tu te préoccupes de l'emploi des jeunes. Tu es membre du conseil d'administration du think tank TAFRA, d'implication des citoyens dans les affaires publiques, ce qui est une excellente chose et je t'en remercie. Et je m'arrête là. Je passe à ma chère Souad, s'il te plaît. Ma chère Souad, si tu peux. Rachid, d'accord. Ma chère Souad, si tu peux te présenter. Souad, je vais te dire un truc. Je ne vais pas te faire la présentation comme Leïla, parce que j'ai beau chercher sur Internet. Il y a beaucoup de choses sur toi, il y a beaucoup de choses très sympathiques, mais je ne peux pas me le permettre de les dire. Je te laisse le soin de te présenter, ma chère. Allez, vas-y. Merci beaucoup, Cheikh Ali. Donc, Souad Adnan. Et je tiens d'abord à vous remercier pour l'introduction très fine du rapport WBL. Donc,
Vous avez souligné en fait les résultats, les points les plus importants du rapport. Je ne sais pas si on m'entend toujours. On vous entend très bien, ma chère sœur. Très, très bien. Tu peux y aller. Oui. Tant qu'on ne te fait pas comme Parfait. ça, tant qu'on te fait pas comme ça, c'est bon. Hein, tu peux continuer. Vas-y. D'accord. Très, très bien, parce que c'est moi qui ai du mal un petit peu à vous entendre. Donc, Souad Adnan, et je travaille avec la Banque mondiale dans le cadre du projet d'un programme d'assistance technique qui se base au fait sur le rapport que vous venez de présenter, les femmes, l'entreprise et le droit, ou l'indice WBL. Donc, voilà, j'en parlerai tout à l'heure avec beaucoup plus de détails. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci, ma chère Souad. Je crois ça s'entrecoupe un petit peu. Je voudrais bien que tu puisses voir concernant ta connexion. Il y a également beaucoup de choses que tu fais au niveau sociétal, ma chère Souad, si je ne m'abuse. Je pense que également tu touches un petit peu à tout ce qui touche de près ou de loin, toutes les affaires de société. Je dirais la sociétale, pour ne pas dire société. Hein. Je pense que c'est le cas et c'est très bien. Si tu peux nous dire quelque chose de plus. Donc, en fait, je fais partie d'un centre de recherche basé au Maroc, un think tank qui s'appelle le Centre arabe pour la recherche. Donc, c'est un think tank basé au Maroc et qui, dont l'objectif, au fait, est de promouvoir les valeurs de la démocratie, la liberté dans le monde arabe. Donc, on couvre un ensemble de domaines. De projets, dans le projet que Rachid va couvrir sous peu. Très bien, très très bien. Bon, avant de parler de Rachid, j'ai beaucoup aimé ton intervention sur deuxième, mon cher Rachid. C'était très bien. Donc, en langue arabe, tu t'en sors très très bien. Mon cher Rachid, à toi l'honneur. Merci, c'est Ali. Merci pour l'introduction. Merci pour tout. Je suis très heureux et ravi d'être voilà, dans ce débat qui est très intéressant, certainement pour notre pays, pour la cause féminine, pour le développement économique de notre pays. Donc, moi, je suis Rachid Aoulad, je suis économiste, chercheur. Je travaille sur les questions de la qualité des institutions d'éducation, le climat des affaires au Maroc, avec des petites comparaisons avec l'évolution de tous les autres pays de la région MENA. Aujourd'hui, je suis là au nom de l'Arab Center for Research, qui cofondé, où je suis cofondateur. On a commencé déjà le travail il y a une décennie, depuis 2011. On a fait beaucoup de choses sur beaucoup de questions, les jeunes, les femmes, etc. Notre papier que nous allons présenter aujourd'hui, c'est un papier de recherche, mais on est en train aussi de faire voilà, de l'advocacy pour cette cause-là et pour changer 2 articles du Code du travail marocain. Donc, nous allons savoir les détails après, pendant ma présentation. Merci, c'est Ali. Très bien. Et tu es également enseignant vacataire ou enseignant tout court à l'université de Nosor. D'où ma question, nos étudiants sont sérieux à l'université de Nosor? Est-ce qu'ils sont sérieux? À l'université, ils sont très sérieux. Ils sont très sérieux parce qu'ils savent très bien que je crois que dans toutes les régions du Sud, on n'a pas de moyens pour gagner leur vie, avoir un revenu. Et voilà, on a conçu ascenseur social, c'est d'apprendre, d'améliorer ses skills et d'aller plus loin dans l'éducation. Mais malheureusement, l'université Ibn Zohr et d'autres universités marocaines, ils souffrent d'un taux d'encadrement qui est très faible et il y a beaucoup d'étudiants. Donc, ça impacte négativement la qualité du capital humain. J'espère que la nouvelle stratégie, le nouveau modèle de développement donne plus de réponses très sérieuses à l'amélioration et aux difficultés de l'université et de l'école marocaine. Je l'espère et j'espère également qu'au niveau de l'encadrement, que vous-même en tant que professeur, vous puissiez faire le nécessaire. Bon, une anecdote, tu as parlé des gens du Sud. Nous, dans le cadre du recrutement, chaque fois qu'on voulait recruter des techniciens, quand je dis techniciens, c'est des matheux, des ingénieurs. Il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Airfood et de Zagora. Et quand on leur posait la question, est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'eau que vous buvez, ils m'ont dit non, M. Serhani, on n'avait que ça à faire. Je leur disais, bah, écoutez, vraiment félicitations. Très bien. Bon, alors, on va attaquer un petit peu le sujet. On va donner la parole à Souad. Alors, ce que je voudrais vous dire, mes chers panélistes, nous allons faire comme ce que disait M.
un grand homme que j'aime beaucoup. Tu vois, là, il y a quand même des hommes que nous aussi on aime beaucoup. C'est Monsieur Albert Einstein qui disait que si vous n'arrivez pas à expliquer un concept à un enfant de 8 ans ou de 6 ans, si mes souvenirs sont bons, c'est que vous n'avez pas compris le concept. Donc, j'aimerais bien que lorsque nous discutions, que nous oublions que peut-être nous sommes des spécialistes, que nous puissions faire parvenir un message bien donné à tous ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront, qui nous verront, etc., de la manière la plus simple. Et je voudrais dire cela pourquoi? Parce que je tiens à féliciter sincèrement la Banque mondiale concernant ce rapport de WBL, femmes, chefs d'entreprise, femmes, entreprises et droits, que j'ai lu aussi bien en anglais qu'en français, lu et relu. Je vous remercie pour la simplicité des mots, d'une facilité extra, je dirais déconcertante, fantastique à lire, un plaisir à lire ce rapport que j'invite tout le monde, que tous ceux qui vont nous écouter, qui nous verront ou qui nous sont en train de nous voir, de le lire. Il se trouve au niveau du site de la Banque mondiale et en arabe, en français, en anglais. Et vous avez l'embarras du choix et vous allez découvrir des choses extraordinaires. C'est un rapport, personnellement, je vous le dis, très, très bien fait. Avant de vous donner la parole, Souad, je remercie beaucoup encore la Banque mondiale de m'avoir aidé un petit peu à faire le cadrage de cette émission. Et je te dis, ma chère Souad, la parole est à toi et je vais te poser, si ça ne te dérange pas, 3 questions. Tu es mal loti, mais je n'y peux rien. Je commencerai par la première. Bon, ma chère Leïla et mon cher Rachid, vous pourriez répondre quand on arrivera à la discussion, s'il y a des choses qui vous paraissent importantes. Donc, pouvez-vous nous présenter brièvement, j'ai dit brièvement, Souad, les résultats du rapport Women Business and Law, d'accord? Comment est-ce que ces lois restrictives impactent sur le travail des femmes au Maroc? Et troisième question, quel pays de la région MENA a accompli les plus grandes avancées ces dernières années, excusez-moi, dont le Maroc pourrait s'inspirer? La parole est à toi, ma chère Souad. Alors, Souad, tu vas parler comme tu veux, mais tu as 10 minutes, ni plus ni moins. D'accord, très bien. Je ne sais pas si vous pouvez me donner la main peut-être pour partager mon écran. J'ai préparé quelques slides. Alors, je ne sais pas, Anna, moi je vous ai dit que je suis un vieux de la vieille. Comment on fait pour partager la main? Amina, est-ce que tu es toujours parmi nous? Je suis toujours là, oui, bien sûr. Alors, comment va-t-on lui donner la main? C'est en fait que certaines personnes qui ont la main pour toucher le screen. Moi, tu peux donner l'accès comme co-host à votre collègue? Sinon, je peux le faire très brièvement sans des diapos et peut-être on pourra revenir aux diapos plus tard, si ça vous arrange. Tout ce qui peut faire avancer la cause nous arrange. Allez-y, vas-y, l'essentiel c'est qu'on puisse écouter quelque chose qui nous intéressera, bien sûr, qui intéressera tout le monde. Très bien, très bien, merci beaucoup, c'est Ali. Donc, je tiens seulement d'abord à rappeler que je suis ici en ma qualité de spécialiste du secteur privé / genre de la Banque mondiale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je travaille dans le cadre du programme d'assistance technique Les femmes, l'entreprise et le droit. Donc, c'est un programme qui a été créé en 2019 et qui offre de l'assistance technique aux pays clients afin de réduire les obstacles à la participation des femmes dans l'économie. Le programme se base sur le rapport que vous venez de mentionner, c'est Ali, le rapport des femmes, l'entreprise et le droit, qui est une publication annuelle du groupe de la Banque mondiale. Merci beaucoup pour votre feedback très positif. Je le transmettrai, je le partagerai sans faute avec l'équipe qui travaille sur le rapport. Donc, il s'agit d'une publication annuelle qui couvre 190 pays et identifie les lois et les réglementations affectant la participation économique des femmes. Elle révèle qu'en moyenne, et vous l'avez bien aussi mentionné dans votre introduction, qu'en moyenne, les femmes ne bénéficient que des 3/4 des droits juridiques reconnus aux hommes en matière d'emploi. On a 10 économies, dans le rapport, l'édition de 2021, on a 10 économies sur un total de 190 qui ont un score parfait, c'est-à-dire 100 sur 100.
Et ces économies, j'aurais posé peut-être la question aux participants si on était dans une salle, voilà, si on n'était pas dans une salle virtuelle. Donc, ces économies sont la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Islande, l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal et la Suède. Donc, en ce qui concerne la performance de la région MENA, en fait, il s'agit d'une performance très moyenne, enfin une performance au-dessous de la moyenne mondiale qui est de Tout à fait. 76,1 sur 100. Et si on veut en fait comprendre ce score, ben voilà, il s'agit, comme je disais, d'un score sur 100 points. Et 75 ou 76 veut dire que les femmes ont seulement les 3/4 des droits juridiques reconnus aux hommes. Donc, et la région MENA, le score de la région MENA est de 51,5, ce qui veut dire que les femmes de la région MENA ne bénéficient, ne jouissent que de la moitié des droits juridiques reconnus aux hommes. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou voilà, donc 50 points, 51 points. Donc, sinon, j'aurais aimé partager ce graphique avec vous. J'ai un graphique qui, en fait, représente les moyennes régionales, la moyenne WBL par région. Donc, on a la région OECD, donc les pays de la coopération ou l'organisation économique pour la coopération et le développement avec une moyenne de 95%. On a en deuxième lieu l'Europe et l'Asie centrale à une moyenne de 80. Et, puis l'Amérique latine, après on a l'Asie de l'Est et l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud en dernier lieu, et puis suivi par la région MENA. Donc voilà en gros, je ne veux pas non plus j'ai encore des points et Très bien. des Très bien. aspects que je voudrais du rapport que je voudrais partager avec vous, mais peut-être je céderai la parole à mes amis et je Très bien. Très bien. reviendrai. Bien que, alors, on a toujours Pardon? avec vous quelques minutes. Vous m'entendez, Souad, tu m'entends? Très Non, bien. parfaitement. Mais j'ai remarqué une chose importante, c'est que quand même l'Arabie Saoudite et les Arabes Unis sont les numéros un, surtout l'Arabie Saoudite, je pense, est numéro un au niveau de la région MENA, et suivi par les Émirats Arabes Unis et même le Bahreïn. J'ai vu un petit peu le rapport. On fait beaucoup d'efforts, je dirais même, alors pour moi, hein, c'est des efforts extraordinaires en un laps de temps. Je dis extraordinaire, c'est relatif, comme dirait mon cher Albert Einstein, d'accord? C'est très relatif, mais je pense qu'en un laps de temps, on fait un travail, je dirais, astronomique. Est-ce que vous avez ressenti cela ou bien tout simplement c'est 1 plus 1 est égal à 2? Oui, oui, en effet, vous avez bien raison. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, la Jordanie et d'autres pays de la région ont fait beaucoup d'efforts lors des 2 dernières années pour améliorer leur performance en matière de l'indice WBL et Oui, aussi pour pouvoir, tout en, bien sûr, en réformant leurs lois et en levant les restrictions, les barrières juridiques auxquelles font face les femmes. Donc, en fait, au niveau de la région, on a en tête du classement, on a Malte, et c'est vrai que tout à fait un pays de la région MENA, mais selon le classement ou la répartition de la Banque mondiale, Malte fait partie de la région MENA, et du coup, on a ce pays en tête du classement de l'indice WBL, les Émirats Arabes Unis en deuxième lieu, et puis l'Arabie Saoudite en troisième, et puis le Maroc en quatrième lieu. Il y a en fait, il y a une année, le Maroc était en deuxième lieu après Malte. Il y a 2 années, je pense, le Maroc était en deuxième lieu après Malte. d'accord. Mais suite aux efforts justement fournis, engagés par l'Arabie Saoudite notamment et les Émirats Arabes Unis, voilà, les deux pays ont pu quand même améliorer leur performance. Voilà, je peux
dire plus concernant ces efforts-là parce que justement, je faisais partie de l'équipe de la Banque mondiale qui a travaillé avec les deux gouvernements pour améliorer, pour réformer les différentes dispositions discriminatoires, que ce soit au niveau de leur code de la famille, enfin, le code du statut personnel, comme ils l'appellent là-bas, et au niveau de la législation du travail. Donc, pour vous donner une idée, en fait, l'Arabie saoudite a levé les restrictions sur les femmes, sur le voyage ou la mobilité des femmes. Donc, les femmes peuvent désormais obtenir un passeport. Avant, c'était, en fait, ils avaient le passeport ils avaient un passeport conjoint avec leur mari, donc ils n'avaient pas de passeport propre à elles. Donc maintenant, ils ont le droit d'obtenir un passeport propre à elles. Ils peuvent être chefs de famille de la même manière qu'un homme. Avant, la loi stipulait que le chef de famille, c'est l'homme. Donc, c'est un ensemble, il y avait un ensemble de Elles peuvent même conduire. droits auxquels les femmes ne peuvent pas accès, voilà, parce que voilà, ou bien sûr, les femmes maintenant en Arabie Saoudite peuvent conduire, mais ce n'est pas un aspect mesuré par l'indice. Donc, l'âge de départ à la retraite est maintenant le même pour les femmes que pour les hommes. La femme a le droit de choisir son lieu de résidence. Les restrictions sur le voyage à l'étranger pour les femmes ont été aussi levées. Les restrictions entravant la capacité des femmes à quitter leur foyer conjugal, parce qu'avant, les femmes ne pouvaient pas quitter selon la loi. Je parle du point de vue légal, elles ne pouvaient pas quitter le foyer conjugal sans l'autorisation du mari. Il y avait la loi aussi, la loi avait des dispositions qui prévoyaient l'obéissance de l'épouse à son mari, le concept de Beit Tara. Maintenant, il n'y en a plus dans la juridiction, la législation saoudienne. Et un ensemble, ils ont interdit le licenciement des employés enceintes, ils ont introduit le principe de non-discrimination fondé sur le genre en matière d'accès au crédit, en matière d'emploi. Donc, vraiment un ensemble de réformes. Oui. Excuse-moi, Voilà. mais le critère de l'emploi, interdiction de licencier X, Y ou Z, est-ce que vous avez pris en considération également les étrangers qui travaillent en Arabie Saoudite? Parce que ça, c'est une autre paire de manches. Effectivement. En fait, le code du travail, ces dispositions-là s'appliquent aussi aux étrangers. Ah ben, c'est une excellente chose. Merci beaucoup, ma chère Souad, pour ta présentation. Tu vois sans graphique quand même, c'est beaucoup mieux. On te voit, tu discutes et your brain, il fonctionne rapidement. Alors, je voulais te dire une chose avant que je ne passe à Leïla et que mon cher Rachid m'excuse, on va faire passer Leïla Yeloudania. Ce que je voulais te dire, c'est que, tu vois, il y a un démographe qui s'appelle M. Alfred Sauvy, qui est décédé il y a quelque temps, que j'adore. Il disait une chose extraordinaire, il disait que les chiffres sont des êtres si fragiles qu'à force de les torturer, on leur fait dire ce que l'on veut. Est-ce que, à votre niveau, vous avez fait très attention aux chiffres que vous donnez, aux chiffres que vous avez, etc. etc. Donc, je ne sais pas si tu peux me répondre rapidement ou bien on attendra que ma chère Leïla puisse intervenir. On attendra tout à l'heure lors de la discussion. Ma chère Leïla, rebonjour. C'est un plaisir de te revoir. Rebonjour. Alors, écoute, tu as tout écouté concernant ce aide. Ma question pour toi serait quels sont les impacts des restrictions légales qui limite l'intégration des femmes au marché du travail dans le secteur privé, qui est une question très vaste. Et je te laisse le soin de nous exposer. Tu as, comme ma chère Souad, allez, 10 à 15 minutes. Yallah, c'est bon. Alors, la question est très large, mais si tu le permets, je vais l'élargir un petit peu plus. S'il te plaît. Pas peur. On parle des restrictions légales, et évidemment, il y en a. Mais pour moi, ce ne sont pas les restrictions légales qui sont à l'origine des inégalités. Il y a des restrictions sociétales, il y en a plein d'autres. Et j'aimerais qu'on les aborde parce que, évidemment, aujourd'hui, l'objet de ce séminaire porte sur le droit. On va en parler du droit et il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, et je suis désolée
de porter un regard un petit peu plus critique sur le résultat et l'état aujourd'hui de l'inclusion des femmes dans le monde professionnel. Mais aujourd'hui, alors on peut être très content de se dire qu'on est deuxième dans la région MENA, etc. En réalité, selon les classements, on n'est pas du tout au même niveau. Je peux vous en donner un autre qui est celui du Gender Gap Index, c'est quand même un indice extrêmement crédible. On est aujourd'hui classé 143e sur 153. Donc, on est vraiment en queue de peloton. Alors, c'est un indice qui ne prend pas en compte uniquement les aspects juridiques, puisqu'il intègre en réalité tous les aspects, y compris violences faites aux femmes, inégalité salariale, voilà. Donc, il est beaucoup plus large. Et quand on prend la situation de la femme dans une conception beaucoup plus large, et qui en réalité, c'est seulement cette approche large qui permet de comprendre la situation, eh bien, on se rend compte qu'on est face à un bilan qui est pas glorieux, que beaucoup reste à faire. J'en profite quand même pour rappeler qu'aujourd'hui, et le thème de ce séminaire tombe à pic, puisque aujourd'hui a été adoptée en deuxième chambre au Parlement la loi sur la mise en place de quotas pour davantage de femmes. Donc, c'est la réforme de la loi sur les sociétés anonymes qui va permettre la mise en place de quotas pour favoriser la participation des femmes dans les conseils d'administration de sociétés anonymes, de sociétés. Et donc, c'est une loi qui est extrêmement bienvenue puisqu'elle va permettre de pousser un petit peu avec une discrimination positive plus que nécessaire dans le contexte qu'on connaît au Maroc pour avoir finalement féminisé davantage les visages de ces fameux conseils d'administration. Mais ça n'est que, disons, une toute petite partie du problème. En réalité, le problème est, aujourd'hui, les chiffres sont affligeants. Quand on regarde le taux de chômage, par exemple, des femmes par rapport au taux de chômage des hommes, eh bien, on est à 17% pour les femmes contre 11% pour les hommes. Mais alors, ce chiffre-là, il masque une réalité encore plus cruelle. C'est qu'en réalité, le taux de chômage, quand on parle de chômage, c'est qu'on parle de personnes à la recherche d'emploi. En réalité, le chiffre qu'il faut regarder au Maroc, ce n'est pas le taux de chômage avec cette différence de 17% versus 11%, mais c'est le taux d'emploi. Le taux d'emploi, c'est combien de femmes sont employées par rapport au nombre de femmes en âge de travailler, tout simplement. Et là, le taux d'emploi des femmes est presque le quart de celui des hommes. On est à 16,7% des femmes contre 62,9% des hommes. Donc, c'est ce chiffre-là qu'il faut interroger en réalité. Pourquoi aujourd'hui les femmes en âge de travailler ne sont pas considérées comme n'ont pas de travail. En réalité, est-ce qu'on peut véritablement dire qu'elles n'ont pas de travail? Évidemment qu'elles en ont. C'est simplement que leur travail n'est pas considéré comme étant du travail. Aujourd'hui, dans notre société, les femmes sont cantonnées à un certain nombre de tâches. Elles ont la charge quasi exclusive, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le HCP qui le dit. Elles consacrent beaucoup plus de temps que les hommes aux charges de travail domestique. Donc, les femmes passent en moyenne, selon le HCP, 5 heures par jour aux travaux ménagers. Les jeunes filles passent 76 minutes à travailler à la maison versus 22 minutes pour les garçons et jouent 2 fois moins que les garçons. Donc, ça commence dès tout petit et ça s'accentue évidemment avec le temps. Les femmes passent beaucoup plus de temps à s'occuper des enfants et à s'occuper de leur foyer finalement que les hommes. À partir de là, on a des inégalités dans la participation économique qui sont flagrantes sur tous les plans, les inégalités salariales, les inégalités d'accès au financement, etc., etc. Que dit le droit? En réalité, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur finalement l'état de notre réglementation. Alors, on peut s'offusquer du fait qu'il y a certains métiers interdits aux femmes, du fait de la dangerosité, etc. Effectivement, c'est des choses qu'on peut corriger rapidement s'il y a une volonté. Mais aujourd'hui, la Constitution est claire. On a plusieurs articles qui consacrent l'égalité. Qui consacrent l'égalité. On a l'article 19, évidemment, qui consacre une pleine égalité entre les hommes et les femmes. Dans le Code du travail aussi, on a depuis 2004, consacré l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel. Mais la réalité, sur le terrain des entreprises, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. Donc, les inégalités, pour moi, elles ne sont pas forcément juridiques. Il y en a quelques-unes qui subsistent, on ne va pas les oublier, mais pour moi, ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre société, quelle conception nous avons du rôle de la femme dans la société, à partir de quand on va juste considérer que les femmes ne sont pas le deuxième sexe, mais sont juste le premier sexe. En réalité, si on doit se positionner d'un point de vue démographique, nous sommes plus nombreuses. Et qu'est-ce qu'on met en place?
non pas pour corriger les petits textes de loi qui font pas joli, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire en sorte que les femmes soient moins occupées par ailleurs et qu'elles puissent se consacrer finalement à la création d'une carrière, à une évolution professionnelle. Il y a un chiffre aussi que j'aimerais partager avec vous, celui des femmes ingénieures au Maroc. On a un taux de femmes ingénieures qui est extraordinaire au Maroc par rapport au reste du monde. On a beaucoup de femmes ingénieures, alors qu'on sait qu'il y a finalement 60% des femmes qui n'ont même pas de diplôme du primaire. Donc finalement, sur celles qui arrivent à faire des études, elles vont très loin dans leurs études quand on leur laisse l'occasion de le faire. Là-dessus, on peut être fier. Mais concrètement, on ne retrouve pas aujourd'hui dans nos entreprises. Il suffit d'ouvrir les yeux quand les entreprises sont dirigées par des hommes, très peu de femmes, très peu d'entreprises dirigées par des femmes, très peu de femmes aussi dans le top management. Donc, au niveau effectivement de la CGEM, la question de l'égalité professionnelle et en particulier celle de la diversité, elle est vraiment au cœur de notre engagement en matière de responsabilité sociétale. Je vous parlais tout à l'heure du label RSE. Effectivement, quand les entreprises sollicitent de la part de la CGEM l'octroi du label RSE, ça fait vraiment partie des points auxquels on veille. Tout particulièrement, les membres du jury sont très attentifs à cette question-là et on interroge beaucoup les entreprises sur ce qu'elles mettent en place, que ce soit dans leur politique de recrutement, dans leur politique de promotion interne, la politique de formation, d'accompagnement. On a de très belles success stories marocaines. On a des entreprises qui se comportent très bien et il faut les mettre davantage en avant parce qu'elles sont des modèles pour les autres. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a des entreprises qui font des choses formidables. Et concrètement, on milite évidemment pour des actions de lobbying, pour faire en sorte que les réglementations évoluent, etc. Donc, au niveau de la CGEM, disons, il y a une prise de conscience claire et les entreprises membres de la CGEM sont également conscientes de l'importance de promouvoir davantage d'égalité dans ce monde professionnel. Et en réalité, on n'est même pas là en train de le supplier. C'est même pas un combat, c'est même pas un combat féministe en réalité. C'est un combat économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les études démontrent que ce qui a permis de réaliser le plus de croissance sur les dernières décennies, c'est l'inclusion professionnelle des femmes. Tout à fait. C'est la chose qui a permis aujourd'hui de créer le plus de richesses dans le monde, même pas qu'au Maroc, dans le monde. On a chiffré pour le Maroc, je pense que c'est une étude de McKinsey qui a chiffré qu'au Maroc, les inégalités hommes-femmes, toute inégalité confondue, hein, pas que professionnelle, représente un manque à gagner de 30 milliards de dollars de PIB pour le Maroc. C'est une étude de McKinsey, Women Matter Africa, qui date de 2016, qui date un peu, mais c'est un chiffre 30 milliards de dollars de PIB, c'est énorme. On peut faire plein de choses avec cet argent. Et pour vous dire que ce n'est pas qu'un problème juridique ou qu'un problème économique, la violence à l'égard des femmes, la question de la violence à l'égard des femmes a un coût d'environ 1,78 points de PIB. Donc, les questions de violence, le HCP a essayé de le chiffrer avec les questions des arrêts maladie, les violences faites aux femmes ont un coût. La non-participation des femmes à l'économie a un coût terrible. Et le fait de renforcer la participation des femmes dans notre économie sera, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études qui s'accordent à le dire, en réalité, le seul et unique, énorme et disons, important levier de croissance pour les prochaines années. Merci beaucoup, ma chère Leila. Donc, tu as encore 5 minutes dialogue. Je vais te les prendre, je vais rebondir sur ce que tu as dit qui est très, très intéressant. Avant de redonner la parole à Souad, parce qu'elle voulait poser une question, qu'elle m'excuse de pouvoir titiller un petit peu, ma chère Leila. Alors, ma chère Leila, ce dont tu as parlé concernant les femmes qui s'occupent de travaux ménagers, beaucoup de choses. Alors, dans le rapport dont nous parlons aujourd'hui, on parle de la femme avec cette histoire de Covid-19, qu'est-ce qu'elle a eu à traîner. Mais il y a également 2 cas qu'ils ont touchés, pas 2 cas, mais à travers les 8 indices dont ils ont parlé, ils ont rajouté 2 autres indices qu'ils ont étudiés, si j'ose dire, qui sont la garde des enfants et également l'accès de la femme à la justice. Ce que tu viens de dire, je te promets, ils ont fait un excellent rapport que je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à lire et je te remercie encore une fois pour tous les chiffres que tu nous as donnés. Alors, deuxième des choses, j'aimerais bien que lorsque nous parlons de quotas, comme tu viens de le dire, je te remercie pour l'information concernant le Parlement, etc., c'est que la femme ne demande pas d'aumône. Il faudrait bien que les gens le comprennent. Absolument. La femme n'est pas… Non, mais je le dis, je l'écris sur tous les toits. Elle ne demande rien. Et je sais de quoi je parle. Je dirige un cabinet de chasse de tête depuis 30 ans. 70% des femmes que nous avons, des personnes que nous avons recrutées, cadres dirigeants, cadres supérieurs,
ce sont des femmes qui ont donné satisfaction et il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait que nous aidions cette part de notre société à pouvoir s'affirmer de plus en plus. Et là, il n'y a ni homme, ni femme, ni quoi que ce soit. Alors, par contre, ma question est… Je peux te permettre, Ellie. Tu peux y aller. On n'aide pas cette part de… Non, on n'aide pas. Excusez-moi. Excusez. Alors, juste, ce qu'on va dire, on va le dire différemment. On va aider la société, Aider la société. À réaliser tout l'intérêt qu'elle a à davantage inclure les femmes. Tout à fait. Alors, je vais me la jouer à la langue arabe. Innaha zillatul lisan. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très bien. Donc, on va aider la société et je te remercie. Alors, et ma question, il nous reste avec toi 3 minutes. C'est bien beau ce que tu viens de me dire, ma chérie. Mais je vais te lire un passage du rapport du WBN, mais également de ce que tu as avancé concernant quand la femme est il y a cette, je dirais on dit inclusivité, c'est ça? Inclusion. Ça gagne beaucoup, mais la page 8 de ce rapport, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, j'espère ne pas dire des bêtises. Alors, la représentation politique des femmes peut aussi avoir des conséquences importantes pour les droits des femmes. Alors attention, quand je dis conséquences, prenez-le au sens positif, mes chers auditeurs et auditrices et mes chers panélistes. Je continue. Les recherches ont révélé que les pays ayant la plus forte représentation féminine au sein du corps législatif ont plus de chances de promulguer des lois sur le harcèlement sexuel, le viol, le divorce et la violence domestique. On peut rajouter tout ce que vous voulez. Et là, ma question que je pose à Leïla, je ne pose pas à Leïla en tant que représentante de la CGM, mais en tant que membre du conseil d'administration du think tank Tafra qui dit implication des citoyens dans les affaires publiques. Est-ce que tu ne penses pas que lorsqu'on dit aide-toi, le ciel t'aidera, ça je crois que c'est une citation chrétienne. Bon, ne remarques-tu pas que la femme est quasi absente au niveau politique dans notre pays? Elle ne s'affirme pas. Le jour où nous aurons 40, 50, 60% de notre corps législatif qui est composé de femmes, et je te dis, ce sont des femmes qui vont porter la voix de la femme et qui vont aller très très fort. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'avais posé cette question lors du dernier webinaire à un panel de femmes. Personne n'a osé répondre. Donc je préfère te dire une chose importante, c'est que aide-toi, le ciel t'aidera. Est-ce que tu ne remarques pas que… Attends, mais aide-toi. Il faut savoir ce qu'on entend par toi. Qui doit aider qui? Puisque là, alors on parle de chiffres. Aujourd'hui, sur le domaine politique, tu as 21% des sièges de parlementaires qui sont occupés par des femmes. On va dire un parlementaire sur 5 est une femme au Maroc et c'est principalement lié à la question des listes des femmes et des quotas. Tout à fait. Pour favoriser davantage la participation des femmes. Alors, ce qui se passe concrètement quand on observe la manière dont les partis politiques utilisent ces histoires de quotas et pour la mise en place de femmes. Quelles sont les femmes qui aujourd'hui font partie des listes de femmes et qui donc sont élues au Parlement et rejoignent les rangs des parlementaires? En réalité, ce qui se passe très souvent, c'est que ce sont, et pardon, je vais le dire sans langue de bois, des pions d'hommes. C'est-à-dire que plutôt que les partis politiques ne fassent un travail qui consiste à aller chercher des militantes, former des militantes, inclure davantage et faire ce travail dans leur rang d'inclusion. C'est-à-dire qu'on a la loi sur la parité, on l'a obtenue, enfin la loi sur le quota, on l'a. C'est génial, c'était nécessaire. C'est nécessaire si on veut voir plus de femmes parlementaires et, disons, de manière générale dans la vie politique. Maintenant, comment les partis politiques jouent leur rôle d'ascension, de promouvoir des femmes? Eh bien, en réalité, tu vois très peu de choses qui sont faites dans les partis politiques pour former ces femmes, les mobiliser, éveiller leur conscience politique, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir la fille de, la femme de, etc., qui vont venir gonfler les rangs de ces listes de femmes. Et concrètement, c'est elles qui vont être élues. Parce qu'il y en a très peu, et c'est vrai que c'est des métiers qui sont difficiles à concilier avec toutes les autres charges qu'ont les femmes de manière générale. Les vocations politiques, il faut les nourrir, il faut des modèles, il faut les alimenter. Il faut travailler là-dessus pour disons, créer de l'ambition politique chez les femmes. Et il y a des pays qui ont montré d'excellents exemples dans ce sens. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que finalement, cette politique des quotas
qui est une excellente chose, est biaisée par la manière dont elle est utilisée au sein même des partis politiques. On retrouve des femmes au sein du Parlement, effectivement, mais ont-elles voté des lois en faveur des femmes? Pas véritablement. Est-ce qu'elles ont une conscience féministe au sein du Parlement pour essayer d'abroger toutes ces lois, en passant par l'héritage, en passant par toutes les autres, hein, toutes les lois inégalitaires? Est-ce qu'elles ont essayé de pousser davantage les droits des femmes? Pas vraiment. Donc aujourd'hui, le aide-toi et le ciel t'aidera, c'est comme si vous étiez en train de dire oui, les femmes doivent voter pour plus de femmes, et puis plus on aura de femmes au Parlement, plus on pourra changer les choses. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. On a une loi qui corrige, disons, ce déséquilibre, mais les partis politiques ne jouent pas le jeu, ne mettent pas, doivent former en fait. C'est un travail d'éducation, de formation de la base militante, créer des vocations, inspirer, montrer des femmes. On a des femmes parlementaires extraordinaires, les mettre en avant, inspirer davantage les jeunes générations pour qu'elles aient envie de porter un langage politique sincère et pas remporter un siège qui derrière est la deuxième voix de Flaine ou la Flic. Très bien. Très bien. Donc, je résume un petit peu ce que tu as dit concernant notre point, concernant la société, les facteurs économiques. Et ça rejoint un petit peu ce que disait le WBL, le rapport de 2021. Voilà ce qu'il dit. Même s'il y a des réformes législatives, comme tu l'as si bien dit, nous avons une loi, nous avons ceci, nous avons cela. Même s'il y a une réforme législative, des facteurs culturels et économiques peuvent créer des difficultés qui empêchent les femmes de prévaloir leurs droits et que les lois reflètent les valeurs d'une société, mais les lois et les normes sociales, pour revenir à ce que tu disais, et merci encore une fois, ont besoin d'évoluer avec le temps pour s'adapter à la situation et au contexte. Merci beaucoup, ma chère Leïla. Ma chère Souad, si tu peux, la parole est à toi et mes excuses. J'ai débordé de 3 minutes avec ma chère Leïla parce que je ne peux pas dire non. Allez-y, vas-y, ma chère Souad. Et pardon encore une fois. Allez-y, allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Je voulais, avant, très rapidement rebondir sur les propos qu'avait avancé Leïla par rapport à la participation politique des femmes au Maroc. Je suis tout à fait d'accord avec tous ces propos. Et j'ajouterais qu'en fait, il faudrait aussi tenir compte du contexte institutionnel dans lequel ces partis politiques opèrent et les dysfonctionnements dont souffrent ces partis politiques en interne qui font que voilà, leur capacité à mobiliser, à former est très, très limitée. Donc, il s'agit aussi d'un contexte global auquel peut-être il faudrait remédier. Donc, et je voulais répondre à ta question, cher Ali, par rapport aux restrictions juridiques au Maroc, surtout les restrictions juridiques par le rapport ou souligné par le rapport WBL en ce qui concerne le Maroc. Donc, avant, je voudrais très rapidement parler ou expliquer un petit peu l'indice et comment ça fonctionne. Donc, comme tu l'as bien mentionné, Ali, l'indice se compose de 8 indicateurs qui touchent aux différents aspects de la vie professionnelle d'une femme. Donc, le premier indicateur, c'est l'indicateur mobilité qui examine les entraves à la liberté de circulation des femmes. L'indicateur travail qui analyse les lois influençant la décision des femmes de rejoindre le marché du travail. L'indicateur rémunération qui examine les lois concernant la rémunération, l'égalité salariale, ainsi de suite. L'indicateur mariage qui évalue les contraintes juridiques liées au mariage, la capacité des femmes mariées par rapport à celle de l'homme marié, l'indicateur parentalité qui examine les lois influençant en fait, les décisions, surtout des mamans, de rejoindre le marché, rester dans le marché du travail, l'indicateur entrepreneuriat qui touche aux entraves à la création et gestion d'une entreprise par les femmes, l'indicateur actif qui examine les différences entre les genres en matière de propriété et d'héritage, et la retraite
et ça correspond au dernier stage de la vie professionnelle d'une femme qui évalue la législation influençant le montant et les prestations de retraite obtenues par les femmes. Donc, il s'agit là d'un ensemble d'indicateurs ou de domaines qui influencent directement ou indirectement la participation économique de la femme. Leïla a mentionné la violence ou la loi sur la violence. C'est un aspect qui est mesuré par l'indicateur mariage et l'idée ou ce qui justifie la présence de cet indicateur, c'est justement l'impact de la violence domestique, surtout sur les femmes et leur participation économique au Maroc. Et Leïla a avancé un chiffre très important par rapport au coût de la violence au Maroc. Oui. Donc, pour ce qui est du score ou des scores du Maroc pour ces indicateurs-là, donc le Maroc a un score parfait pour l'indicateur mobilité, donc la liberté de mouvement, pour l'indicateur travail, tout ce qui est loi qui va incriminant la discrimination et le harcèlement sexuel, pour l'indicateur entrepreneuriat, pour l'indicateur et pour l'indicateur entrepreneuriat, c'est les seuls indicateurs sur lesquels le Maroc a obtenu un score parfait de 100. Pour le reste, en fait, on peut noter les manquements ou le besoin, les opportunités d'amélioration suivantes. Donc, concernant la législation du travail, lever les restrictions imposées aux femmes en matière d'emploi dans les mines et les activités jugées dangereuses serait une opportunité de réforme pour le Maroc parce que le Code du travail comporte toujours des dispositions qui interdisent le travail des femmes dans ces domaines-là, quoique l'Organisation internationale du travail a en fait invité les États membres à dénoncer la convention qui interdisait auparavant le travail ou qui en fait encourage l'interdiction du travail des femmes dans les mines. Donc, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a appelé les États membres à dénoncer cette convention. Le deuxième point, il s'agit d'introduire un congé parental payé et Leïla a évoqué le besoin ou le problème de tâches non rémunérées. Tout à fait. Travaux non rémunérés. Voilà, donc l'idée du congé parental, c'est de créer ou d'offrir une opportunité ou de créer une opportunité pour les hommes pour participer aux tâches non rémunérées au niveau du foyer. Souad, au lieu de parler de congé parental, ça j'ai beaucoup aimé le terme congé de paternité. Hein. En fait, parce qu'on a un congé de paternité. Un congé parental. Les deux, j'ai compris. Les deux. Effectivement, c'est les deux. C'est le congé de maternité et paternité. L'idée, c'est de donner aux hommes l'opportunité aussi de passer du temps sur le même pied d'égalité avec les femmes, les mamans, de passer plus de temps avec leurs enfants, participer davantage aux tâches non rémunérées du foyer. Maintenant, j'ai entendu ça, un petit point, donc quand tu travailles avec plusieurs, des ministères d'autres gouvernements, j'ai entendu l'argument que oui, mais si on permet à l'homme aussi d'avoir un congé parental aussi long que celui de la femme ou qu'un congé de maternité, ils vont le passer dans les cafés avec leur code. Donc ça va servir à rien si on ne change pas les normes par rapport au rôle et les mentalités, ma chère Saad. Alors bon, laisse-moi défendre un petit peu cette histoire de paternité. Ça me fait rappeler cette caricature où le papa discute avec le garçon et le garçon qui dit à son père excuse-moi, je ne peux pas te parler, j'ai besoin de parler à ton boss. Et le boss, c'était qui? C'était la maman qui était derrière. Ça, j'avais beaucoup adoré. Bon, alors, écoute, je continue sur ce que tu disais concernant cette étude. Ce qui est très, très bien, c'est que je vous recite, hein, dans cette étude, il y a 35 questions qui sont notées sur un total de 8 indicateurs. Les 35 questions sont très, très simples et que les gens qui veulent en savoir plus la trouveront dans le WBL.
Ces 35 questions qui sont toutes simples, c'est un oui, c'est A. Si c'est non, c'est 0. C'est bien ça, ma chère Souad? Effectivement, Alors, oui. ma chère Souad, désolé de t'interrompre du fond de mon cœur. Je suis désolé, mais parce que Rachid, il va m'étrangler et ceux qui nous écoutent aussi. Mon cher Rachid, si tu peux… Je ne vois plus mon cher Rachid. Il est où? Rachid? Je suis là. Mon cher Rachid, toutes mes excuses, mais ce n'est pas de l'affirmative action, comme dirait ma chère Leïla, mais tout simplement que c'était très intéressant. Ça sera très intéressant de t'écouter, mon cher ami, si on pouvait te voir. Ah, oh, est-ce que tout le monde me voit? Sinon, c'est… Moi, je ne te vois pas. Ok. J'ai une petite difficulté avec ma caméra. En fait, j'ai acheté une caméra externe. Très bien. Bon, écoute, alors tu sais ce que… On a toujours notre oui. Alors, on peut t'écouter. Dis-nous. Wow. Dis-nous. Ok, merci, c'est Ali. En tout cas, j'ai essayé de connecter encore une fois ma caméra. J'espère que ça va fonctionner. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, mon cher Rachid, c'est de t'entendre. L'essentiel, c'est de t'entendre, mon cher ami. Vas-y. Merci beaucoup. C'est Ali. Donc, j'ai beaucoup appris des deux premières interventions de Madame Leïla et de ma collègue Souad. En fait, je ne suis pas un très grand spécialiste, mais je partage beaucoup d'idées, de points de vue. Et en fait, notre papier réalisé dans le cadre de ce projet mené par le Arab Center for Research et mis le point sur beaucoup de questions, mais certainement sur les questions liées au marché du travail et aux questions de l'intégration des femmes dans le tissu économique marocain. Donc, avant de commencer de citer mes idées, je vais commencer par lire deux articles du Code du travail marocain. L'article 179, il dit « Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans. » Et voilà, et entre parenthèses, les femmes, les salariés handicapés, dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines. L'article 181, il dit qu'il est interdit d'occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes, encore une fois, et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques de danger excessif, excèdent leur capacité ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs. En fait, la loi marocaine, là, elle est fidèle aux réglementations de l'Organisation internationale du travail. Sauf que cette réglementation, elle est très ancienne. Il s'agit de la Convention numéro 45 qui a été créée et publiée en numéro 45 de 1935. Hein, c'est entre les deux guerres. Et cette convention, elle empêchait l'emploi des femmes dans des secteurs dangereux pour leur santé, mais depuis 30 ans, depuis 1995, l'OIT a changé ses réglementations en appelant les gouvernements à dénoncer sa convention numéro 45 et à ratifier la convention numéro 176 sur la sécurité et la santé dans les mines. Et cette convention elle appelle à la protection et à la sécurité de la santé de tous les mineurs sans distinction de sexe. Le Maroc n'a pas fait cette mise à jour. Donc, il est temps aujourd'hui pour que le Maroc fasse cette mise à jour et suivre l'exemple de la nouvelle réglementation et actualise les lois et s'adapter à la législation internationale en la matière. L'amendement de ces deux articles du Code du travail marocain, il va certainement contribuer à ouvrir des domaines d'emploi plus stables pour la femme marocaine dans le pays. Donc, et on a des exemples d'autres pays en voie de développement qui sont un peu plus ou moins proches à notre… voilà, leurs économies sont un peu plus proches, même si leur PIB par habitant, il dépasse un peu le PIB par habitant marocain, mais ils sont toujours des pays en voie de développement. Je peux citer par exemple le Chili, l'Inde et l'Afrique du Sud. Ils ont ouvert ces domaines aux femmes. Donc, voilà, et il y a une décennie, il y a 15 ans. Donc, dans le cadre, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, dans le cadre de la mise en place d'un nouveau modèle de développement,
la recherche continue à améliorer la productivité des travailleurs parce que des lieux au travail des hommes et des femmes, on sait très bien, voilà, beaucoup d'articles, d'études économiques l'ont montré, la productivité s'améliore. Le Maroc aussi, ils vont moderniser son activité économique, ils cherchent toujours plus de moyens pour aussi améliorer ses taux de croissance. Je pense qu'il est temps, voilà, ou bien on a pensé qu'il est temps que le Maroc fait une réforme de son code de travail en globalité, mais sans entrer dans les détails. Aujourd'hui, on va parler des deux articles 179 et 181. D'où l'initiative de l'Arab Center for Research. Nous avons voilà, écrit un article avec une partie empirique. Je vais citer les résultats, je vais parler des résultats. Cet article sur l'impact prévu de cette modification de loi sur l'autonomisation économique des femmes marocaines. On a lancé un débat, on a organisé des workshops avec les parlementaires, surtout marocains, avec la société civile marocaine. On a présenté une proposition de modification de ces deux articles au groupe parlementaire. Donc, la proposition elle a été partagée avec ces groupes-là et on est au bout de lancer un processus législatif au niveau du Parlement marocain. Donc, dans les deux prochaines semaines, on va faire un travail, beaucoup de On t'a perdu, mon cher Rachid. Processus afin de... Oui, c'est Ali. Rachid, on t'a perdu pendant 5 secondes. Si tu peux répéter la dernière phrase, si ça ne te dérange pas. OK. Donc, j'ai dit, c'est Ali qu'on a lancé un débat avec des parlementaires marocains, avec des chercheurs, avec de la société civile. On a organisé des workshops. On a fait une proposition de modification de ces deux articles. Et la proposition a été partagée avec des groupes parlementaires pour lancer un processus législatif pour, en fait, modifier ces deux articles. Donc, pendant les 2 prochaines semaines, au niveau du Parlement marocain, il y aura un travail entre le Arab Center for Research et des groupes parlementaires pour voilà, commencer cette initiative et essayer de corriger ou bien de modifier ces deux articles. Pourquoi on a opté pour cette initiative? Parce qu'on a constaté que, en fait, au Maroc, chaque opportunité pour les femmes marocaines, ça passe toujours par une loi, par une législation, par un changement au niveau des lois. Donc, il y a toujours un effort pédagogique à faire. Il y a aussi un effort... voilà, il faut changer les lois pour changer la réalité des choses. Donc voilà, donc le débat public, je peux parler, c'était par exemple pendant les 2 dernières décennies, il y avait pas mal d'initiatives qui ont été faites. Voilà, par exemple, c'était l'adoption du Code de la famille en 2004. Je ne vais pas entrer dans les détails de la Moudawana, mais c'était un très grand pas en avant. Par exemple, en 2014, l'État a ouvert le domaine de l'orientation religieuse. L'Irsad Dini qui se faisait avant que par les hommes dans les mosquées, etc., il a été ouvert aux femmes. Et ça passe par une formation à l'Institut Mohamed VI des imams Moursidines et Moursidat. Cet institut, il a été créé par Dahir. Il alloue chaque année 100 postes pour les femmes, 100 postes sur 250, donc 150 pour les hommes et 100 pour les femmes. Donc depuis 2014, 6 promotions ont été formées à l'Institut et 1600 postes permanents, stables, avec un salaire, avec voilà, un salaire plus ou moins dans des conditions, je crois que plus ou moins ils travaillent dans des conditions avec plus d'avantages que beaucoup de femmes marocaines. Donc 1600 postes ont été créés pour les femmes. En janvier 2018, après des instructions royales et une fatwa religieuse du Conseil scientifique suprême d'État, l'État a décidé d'autoriser aux femmes d'exercer la profession de l'adul. Hein? Donc ça a passé aussi pour une législation. En 2020, la première promotion,
c'est 299, c'est presque 300 emplois permanents pour les femmes qui ont été créés dans ce secteur. Donc, on a constaté que voilà, ça passe toujours pour une législation. C'est très important parce que les débats sur les questions féminines, ça divise parfois la société marocaine en deux. Ça, voilà, mais changer les lois, ça crée parfois d'opportunités, ça incite parfois beaucoup d'acteurs, de décideurs à s'engager et à être conscients de l'importance de donner plus de chance aux femmes marocaines. Donc, ce papier a développé un volet empirique. Dans ce volet empirique, on aborde la relation entre la performance économique des femmes et l'égalité des genres en droit au Maroc. Donc, concernant les résultats, on a fait des régressions suivant la méthode membre carré ordinaire. Hein. Ces résultats, ils ont montré en général que plus l'égalité des sexes dans la loi est bonne, meilleure la performance économique des femmes elle est. Donc, on s'est basé sur la variable indépendante de ces régressions, c'est l'indice WBL de la Banque mondiale sur une période entre 1971 et 2021. Les variables dépendantes provenaient de deux sources, le taux d'activité des femmes et la parité hommes-femmes dans l'activité économique. Donc, l'indice, c'est des indicateurs de la Banque mondiale très fiables, que généralement on utilise qu'on utilise généralement dans les régressions économétriques et dans des études. Voilà, donc ils sont utilisés par des chercheurs, des économistes de haut niveau, par des laboratoires de recherche à l'international. Donc, ce que disent les résultats, c'est que les analyses bivariées, voilà, c'est un mot un peu technique en économétrie, ont montré que l'indice WBL est significativement corrélé avec l'indice de participation au marché de travail au Maroc. Il y a une corrélation entre l'indice WBL et l'égalité des salaires salariales pour un travail similaire. Et la parité du revenu estimé sont également importantes. Les résultats des modèles montrent aussi que l'indice WBL est positivement associé à toutes les variables dépendantes. Je ne vais pas citer toutes les variables et entrer dans les détails de nos régressions. Je vais avancer deux résultats très importants. L'indice, une augmentation de 1 point au niveau de l'indice WBL est associée à une augmentation de 0,08 de la participation des femmes au marché du travail au Maroc. Une augmentation de 1 point de l'indice WBL est associée à une augmentation de 0,04 point de l'égalité salariale pour les travaux similaires au Maroc pour les femmes. Donc, ces résultats, c'est pas, peut-être si on fait une lecture purement mathématique, économétrique, on peut constater, on peut dire que c'est pas grand-chose, mais c'est très important pour un pays comme le Maroc, pour un pays en voie de développement, pour un pays qui est en train d'établir, de mettre en place un nouveau modèle de développement, de trouver au moins ces équilibres macroéconomiques, mais aussi ces équilibres sur le marché de travail, etc., donner plus d'opportunités aux femmes, aux jeunes et aux minorités, etc. Donc, bref, c'est aller partant de ces résultats. On a fait 3 recommandations par ce papier. Si on les réalise, je crois qu'on va réaliser notre mission et on va atteindre notre objectif. D'abord, on demande une modification de ces 2 articles. Les législateurs, les parlementaires, la société civile, ils ont un travail à faire, entrer dans les détails, voilà, voir les autres expériences, peut-être voilà, développer une expérience marocaine, purement marocaine. On est toujours, on s'inspire des autres, mais on peut développer d'autres formules qui sont peut-être, qui s'adaptent plus à notre culture, à notre infrastructure, à notre voilà, conditions de vie ici au Maroc. Notre deuxième recommandation, on sait très bien que changer les lois, ça ne change pas toujours la réalité des choses. Vous venez, Madame Leïla et aussi Madame Souad,
de parler du quota au niveau du Parlement. On sait très bien qu'on a instauré le quota pour accroître ou bien augmenter la participation ou bien la présence des femmes au Parlement. Mais après 20 ans, le nombre de femmes qui viennent au Parlement sans le quota, il est moins que ce qu'on réalise il y a 20 ans. Donc, voilà. Donc, on a changé les lois, on a mis d'autres mécanismes, mais sans incitation, sans, de tous les partenaires de la société civile aussi. Peut-être on ne va pas, cette loi, ce changement de loi, ce changement de ces deux articles ne va pas atteindre son objectif. Notre troisième recommandation qui est très importante, pour nous, il faut engager les acteurs, les responsables, les décideurs, les entreprises aussi, le secteur privé et la société civile de ce changement juridique et à son importance pour la participation économique des femmes et à leurs droits au Maroc, mais aussi à notre société et à notre bien-être économique, à notre bien-être et à notre développement économique. Donc, comme vous venez de le dire, travailler sur la question féminine aujourd'hui au Maroc, ce n'est pas seulement au profit des femmes, mais aussi c'est bon pour notre société, notre dynamique économique, notre développement économique. Merci, c'est Ali. J'espère que je n'ai pas tardé, que j'ai non, été 10 minutes et je vous rends la parole. Non, merci beaucoup, merci. Tu as tenu le timing parfait. Donc, bon, disons que les autres ont tenu le timing parfait. Mais c'était moi qui les poussé vers des discussions à droite, à gauche. Moi, je retiens une chose importante. C'est très bien d'avoir parlé de cela, de ces fameux articles 79 et 181. Tu as parlé de groupes parlementaires. Est-ce que vous vous êtes rapprochés? Alors, avant cela, je tenais à préciser que, comme quoi, tout ce que tu viens de nous dire, c'est que vous avez publié une étude qui vise à créer la corrélation entre les restrictions existantes au niveau du Code du travail et l'économie du pays. Donc, le résultat de ces études-là, c'est ce que tu viens de nous dire. Moi, ma question est, quand tu parles des groupes parlementaires, est-ce que vous êtes rapproché du groupe parlementaire de la CGM? La CGM dont je fais partie et dont Leïla fait partie. Parce que je pense qu'il a un rôle bien déterminant à jouer. Ceci d'une part. Et je ne sais pas, pourquoi vous êtes limité à ces articles 79, 181, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler? Merci, c'est Ali. En fait, pourquoi pas la CGM? On aimerait bien parler au groupe parlementaire de la CGM de ce qu'on fait, de ce qu'on est en train de faire. Mais je veux, Sarah, on a commencé par la Chambre des représentants. Je crois que la CGM, ils sont présents sur la deuxième chambre. Hein? Oh là là. Voilà. Voilà, donc on a commencé par la Chambre des représentants. On fait notre travail ici aussi avec le Centre de recherche du Parlement. Donc on commence doucement, mais je suis sûr et certain qu'on va aussi frapper vos portes pour demander aide, pour demander soutien et peut-être pour développer ce projet. Donc, pourquoi les deux articles? Parce que généralement, un policy paper ou bien un policy paper qui veut tout faire, il va finir par ne rien réaliser. Donc, on a très bien, parce qu'il y a aussi l'article 183 qui dit si tu crées des emplois dans des carrières pour des femmes, ou bien si tu emploies les mineurs, les femmes, etc., dans des carrières, il y a des amendes, il y a des pénalités à payer. Donc, on n'a pas travaillé sur cet article parce que ça sera le résultat du débat sur la réforme de ces deux articles, 179 et 181. Donc, on a fait plus d'économies sur l'effort, la taille du papier, et on a défini cette stratégie. Et l'objectif, c'était de lancer un processus. Peut-être on va contribuer après et peut-être quand l'initiative sera, je veux aussi dire que presque tous les groupes parlementaires. On t'a perdu, mon cher Rachid. Rachid, on t'a perdu.
Je vais à d'autres choses plus sérieuses et on va parler avec tout le monde. Rachid, on t'a perdu. Je suis désolé, on t'a perdu. Les dernières phrases, on t'a perdu. Si Ok. tu peux répéter, si ça ne te dérange pas. Donc, c'est à l'IGDC, on a l'accord de tous les partis politiques, tous les groupes parlementaires. Ils sont tous prêts à contribuer dans ce sens. Et si on arrive à les convaincre, à lancer un processus de changement au niveau du chambre des représentants du changement de ces deux articles, le débat jour après jour, peut-être semaine après semaine, peut-être avec l'arrivée du nouveau gouvernement après les élections, il va prendre d'autres ampleurs. Merci beaucoup, mon cher Rachid. Là, nous avons, je pense, 15 minutes qui nous restent. J'aimerais bien, Leïla, Souad et Rachid, qu'on puisse discuter. J'ai 3 questions à vous poser. Et je pense que, mon cher Rachid, tu as déjà répondu à ton niveau. J'aimerais bien le point de vue de Leïla, puis de Souad, et je vous les pose rapidement. Alors, on parle toujours de ces emplois dangereux, dits dangereux. Hein. Alors, plutôt que d'interdire à une partie de la population d'accéder à des emplois jugés dangereux, ne vaudrait-il pas mieux instaurer des règles de sécurité minimales qui permettraient à tout individu hein, au sens large du terme, d'assurer ses fonctions en toute sécurité? Première question. Leïla, Souad, à vous l'honneur. L'une d'entre vous. Souad, tu veux y aller? Oui, je peux y aller. Tu veux que je te répète la question, ma chère Souad? C'est bon. Oui, voilà. Non, et avant de répondre à ta question, Ali, je voudrais rebondir sur la question que tu as posée à Rachid par rapport de ces deux dispositions, de ces deux articles. Comme Rachid l'a bien expliqué, il faudrait bien commencer quelque part. Et en fait, et là maintenant, je parle en ma capacité de membre fondateur du Centre arabe et de coordinatrice du projet. Donc, on a décidé de commencer par ces deux articles-là parce que les deux articles sont basés sur des normes obsolètes de l'Organisation internationale du travail et aussi sur des dispositions coloniales, même si j'ose dire. Donc, il n'y a pas vraiment la justification pour changer et réformer ces articles-là. Et voilà, et là, le besoin est urgent et s'impose. Donc, et on souhaite bien sûr que cette réforme-là pourrait avoir l'effet de boule de neige éventuellement et qu'on puisse aussi toucher au code du travail dans sa globalité. Pour répondre à ta question, effectivement, il ne s'agit pas d'éliminer les mesures de protection des employés, des individus, que ce soit des femmes ou des hommes. Il s'agit plutôt de traiter les femmes, les employés femmes et hommes d'une manière égale et d'appliquer les mesures de sécurité telles que avancées et préconisées par l'Organisation internationale du travail aux deux sexes. Donc, et c'est l'une des recommandations en fait du papier. Donc, Rachid a mentionné la convention numéro 45 qui date de 1935 et que, comme j'ai expliqué auparavant, l'Organisation internationale du travail a appelé ses États membres à dénoncer cette convention et à la place et au lieu de s'acharner sur cette convention qui est obsolète, de ratifier la convention de 1995 et qui justement appelle les États membres à mettre en place des mesures de sécurité qui s'appliquent d'une manière égale à tous les milliers, à tous les employés, que ce soit des hommes ou des femmes. J'espère avoir répondu à ta question. Merci beaucoup. Ma chère Leïla, avant que tu nous répondes, juste tout simplement pour te répondre, ma question n'était pas innocente quand je dis pourquoi l'article 79 et l'article 181. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'au niveau de la CGM, il y a 2 guides. Ils ont fait 2 guides, un guide bleu et un guide vert, concernant tous les amendements à apporter au Code du travail. Parce que le Code du travail a été fait un petit peu à la va-vite, et en 2004, lorsqu'il a été publié, promulgué, appelé-le mise en application, tout ce que l'on veut, etc., il y a des aberrations à dormir debout. Et au niveau de la CGM, il y a tout un travail qui a été fait depuis 2004, je pense, depuis
plus tard, pas 2004, après le Code du travail, dans lequel, et je vous invite à voir ces deux guides que vous allez trouver au niveau du site web de la CGM, et vous allez trouver tout ce que réclame la CGM. Et nous, on aimerait bien sûr, à notre niveau, en tant qu'employeur, en tant que chef d'entreprise, en tant que CGM, que toutes les idées soient bonnes et qu'on puisse, comme a dit si bien tout à l'heure Rachid, d'aller frapper à toutes les portes, écouter tout le monde, surtout que nous sommes dans une période, ne l'oublions pas, de dialogue social. Nous sommes en train de tout revoir pour pouvoir changer ce qu'il faut changer au niveau du Code du travail à tous les niveaux. Et pour reprendre ce que disait Leïla, aider la société. On ne va plus parler de femmes ou d'hommes, mais c'est pour aider la société marocaine. Concernant mon cher Rachid, certaines lois pour tout ce qui touche de près ou de loin à la femme, il faut des lois, etc. Non, tout ce qui touche de près ou de loin à la société marocaine a besoin de lois. Malheureusement, ça traîne, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'intervenants, etc., etc. D'où ma question sera après qu'on puisse écouter ma chère Leïla. Leïla, désolé de ne pas t'avoir donné la parole. Je t'écoute, ma chère amie. Alors évidemment, évidemment qu'il faut revoir ces lois. Elles traduisent finalement une conception extrêmement patriarcale de nos sociétés, c'est-à-dire qu'on considère que les femmes sont plus fragiles, plus vulnérables, ont besoin de plus de protection, que certains métiers sont très dangereux pour elles. Et donc, il faut que le droit les protège. Comme l'a très justement dit Rachid, cette idée-là, elle date de l'entre-deux-guerres, voilà, des années 30, et absolument obsolète. Entre-temps, on a très bien vu, on le voit tous les jours, que cette idée de fragilité des femmes qu'il faudrait davantage protéger, on ne la retrouve pas dans la réalité. On voit des femmes extrêmement fortes, capables de faire tout type de travaux, y compris les plus pénibles, et à l'inverse, des hommes fragiles qui sont incapables de faire des travaux pénibles. Donc aujourd'hui, cette exigence de protection basée sur le genre, premièrement, n'est pas vérifiée scientifiquement. Voilà, par la nature, elle n'est pas vérifiée scientifiquement. Elle est simplement la traduction, comme beaucoup d'autres lois qu'on a réussi disons, à abroger, mais comme beaucoup d'autres lois qui continuent d'exister dans notre arsenal législatif, une illustration d'une conception extrêmement patriarcale et extrêmement réductrice des femmes dans le Code du travail. Aujourd'hui, on ne parle pas il y a cette notion qui est un droit constitutionnel, on parle du droit à l'emploi. C'est-à-dire qu'on considère que tout citoyen a droit à l'emploi, tout comme le droit à la vie, tout comme un certain nombre de droits fondamentaux. On considère que le travail est un droit fondamental. Et on va même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que c'est au monde du travail de s'adapter, même au handicap. Faire en sorte que tous les métiers ou la plupart des métiers puissent être accessibles même aux personnes handicapées qui sont, disons, physiquement, qui ont des limitations physiques à exercer ces métiers-là. On considère que ces métiers-là doivent s'adapter. On considère qu'il faut promouvoir, permettre à ce que tout le monde, hommes, femmes, hommes, femmes et handicapés hommes et handicapés femmes, accéder aux emplois. Donc, évidemment qu'il faut abroger ces textes-là, évidemment qu'ils sont très loin, mais je le répète, pour moi, ce n'est pas le cœur du problème. Et ça, c'est très rapide. Je pense qu'on va tous se mettre… Je veux dire, Rachid, je salue le travail que vous faites pour rassembler les parlementaires autour de cette question-là, mais de grâce, si vous avez réussi à les rassembler pour qu'ils fassent un pas en avant pour le droit des femmes, je peux vous fournir une liste beaucoup plus longue de choses qui seraient sympas d'amender. C'est pas les 1000 et quelques emplois d'Olo de Morchedet qui vont changer quelque chose à la donne. On est une population de plus de 36 millions de Marocains. Donc, c'est pas ces milliers de jobs-là qui vont changer la donne. Aujourd'hui, quand on regarde, alors aujourd'hui, on a l'obligation, quand on propose la loi de finances, de faire, de finalement donner des statistiques genrées des postes dans la fonction publique. On sait, le Maroc, la fonction publique, c'est le premier employeur au Maroc. Donc, qu'en est-il des postes féminins au sein de la fonction publique? Eh bien, on le voit là dans le rapport sur la loi de finances pour 2021, que finalement, c'est à peu près quand on voit les postes de nomination. Donc, quand on nomme un directeur, un secrétaire général, quoi que ce soit dans l'administration, où est-ce qu'on en est? Eh bien, 11% de femmes, 89% d'hommes.
Donc oui, je veux bien, super qu'on ait des femmes aidoles, magnifique, il y en a 300, c'est super, mais pour moi, c'est pas ça qui change la donne. Super qu'on enlève qu'on ouvre la possibilité aux femmes de faire des travaux pénibles, elles en sont tout à fait capables, elles le démontrent, tout comme certains hommes démontrent qu'ils sont pas capables de les faire, enfin, c'est pas une question de genre, mais pitié, le problème n'est pas là. Si on arrive à rassembler ces parlementaires autour de la question de la parité, si on arrive à les rassembler autour de la question des amendements législatifs, ouvrons-leur les yeux sur là où est la vraie difficulté. La vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un pouvoir de nomination, eh bien, on va choisir un homme plutôt qu'une femme. Notre gouvernement en est la parfaite illustration. Très bien, merci beaucoup, ma chère Leïla. Alors, bon, moi, je ne vais pas rester coincé à ce niveau-là du cadre juridique, l'inclusion de travail, etc. J'aurai 2 dernières questions et j'aimerais bien que chacun d'entre vous, alors, à travers la réponse qu'il me donnera, ou donnera à tout le monde, qu'on puisse rêver. Donc, permettez-nous de rêver. Alors, la première, quelles sont, selon vous, les réformes légales nécessaires qui devraient avoir lieu? Première question. Rêvons, même si vous rêvez, il n'y a pas de mal. Nous avons 5-6 minutes pour rêver. Je vous écoute. Qui peut parler? Alors. C'est Ali. Non, Sidi. Shukran. Si vous me permettez, en fait, l'un de nos objectifs dans le travail qu'on fait aujourd'hui avec les parlementaires, avec une partie de la société civile, et j'aimerais bien aussi signaler un truc. On travaille sur le même projet sur deux autres pays arabes, à savoir la Tunisie et la Jordanie. Donc, le Maroc, là, il n'est pas une exception. On travaille avec voilà, aussi les parlementaires de ces 2 pays, leur société civile, etc. Mais on a un objectif qui est tacite à réaliser. C'est un objectif, c'est purement pédagogique. Et il y a une idée au Maroc, peut-être qui circule là, c'est limite, voilà, qu'après le Moudawana, hein, la femme marocaine n'a plus d'autres objectifs ou bien n'a plus d'autres droits à acquérir. La Moudawana, il nous a été vendu, hein, les gens ils sont très forts en marketing, que voilà, enfin, la femme marocaine a tout réalisé, il a tous les droits, il a tout. Donc, ici, avec les parlementaires, avec la société civile, quand on les engage, on joue un rôle pédagogique. Messieurs, il y a beaucoup d'autres choses à faire, à améliorer, à réaliser. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le proverbe marocain, je ne sais pas le traduire en français, mais bon, mais si on commence à réaliser cet objectif, le Arab Center for Research, ses portes sont ouvertes à toutes les initiatives et je suis très convaincu. L'économiste que je suis très convaincu que les gouvernements, la bureaucratie, il ne veut, en fait, dans tout le monde, même dans les pays les plus développés, il ne change rien. C'est la société civile qui mobilise les choses, qui donne les propositions et tout ce que la femme marocaine a gagné ou bien a eu au niveau des législations, des lois, des droits, au niveau économique, social, etc., c'était des initiatives de la société civile marocaine, des efforts des intellectuels marocains qui ont commencé depuis les années 50, depuis les années 60. Et on a eu quelques résultats, certes, ce n'est pas grand-chose, mais après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans. Peut-être si on commence aujourd'hui, les sociétés, c'est très dur à changer les cultures, à changer les institutions informelles. Peut-être changer les institutions formelles, mais informelles, c'est très dur. Il faut un effort. Donc, pour moi, c'est aller saisir quelque chose aux réformes légales. Il faut joindre réforme légale aux réformes aussi au niveau des mentalités. Donc, oui, alors, voilà, c'est ce que j'espère en fait. Je suis d'accord avec toi sur le point, mais bon, c'est vrai que petit à petit, l'oiseau fait son nid, ou comme tu le dis si bien, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le temps. Pourquoi nous n'avons plus le temps? Parce que soit on avance, soit on crève. Et même au niveau économique, parce que si on revient à tout ce que disait le WBL, tous les rapports mondiaux, dont celui dont tu as parlé tout à l'heure, Leïla, c'est-à-dire que à notre niveau, nous, cette approche genre, cette approche de la diversité, si elle est bien faite, et je dis bien faite dans le sens, on ne va pas faire du maquillage, je pense qu'on va faire avancer les choses rapidement et en plus de cela, d'avoir de très très bonnes notes, de permettre l'investissement, l'entrepreneuriat
un peu de croissance, je dirais beaucoup de croissance, de richesse qui pourrait permettre à la société, et non plus aux hommes ou aux femmes, à la société d'avancer et d'avancer. Ma chère Souad, réponse à la question. Alors, parce que je crois qu'on va un peu déborder. La question que j'avais posée, quelles sont selon vous les réformes légales nécessaires qui devraient avoir lieu et qui sont les parties prenantes à engager dans ce processus de réforme? Ça sera valable pour toi également, ma chère Leïla. Vas-y, ma chère Souad. Moi, j'aimerais commencer par dire que bien que l'égalité des genres nécessite un effort, bien sûr, concerté à plusieurs niveaux, les réformes juridiques jouent un rôle très important et c'est une première étape importante pour instaurer l'égalité d'opportunités et enlever tous les obstacles qui entravent la participation économique des femmes. Au Maroc, on parle quand même d'une tradition assez longue par rapport aux autres pays arabes en matière de législation favorisant l'emploi des femmes. Une tradition qui date de 1962, la date de la première constitution du Maroc indépendant. Vous avez mentionné les réformes qui ont eu lieu dans les années 90, l'abrogation de l'article qui interdisait le travail de la femme mariée sans l'autorisation de son mari, aussi l'abrogation de l'article qui exigeait l'autorisation maritale préalable pour l'exercice de la femme mariée du commerce. Donc, sans bien sûr oublier les réformes dans le cadre de la Moudawana, les nouvelles réformes, les réformes de 2004 du Code du travail, ainsi de suite, il y a quand même une tradition sur laquelle on peut capitaliser. Maintenant, si j'avais une plume magique, ce que je changerais dans la loi serait peut-être, j'introduirais peut-être une disposition pour reconnaître le travail non rémunéré des femmes et pour le valoriser. Même si on ne peut pas changer les mentalités rapidement, malheureusement, tout de suite, on peut au moins reconnaître ce travail non rémunéré et le valoriser d'une manière ou d'une autre au niveau de la loi. Donc, je commencerai par cet aspect-là, si je pouvais, en fait. Je t'en remercie, je te remercie beaucoup. Et vous en parlez beaucoup au niveau du WBL, le report de 2021, le Women Business Law and Law. Vous en parlez beaucoup avec beaucoup d'explications. Je tenais encore une fois, pour la 10e fois, à le dire à tous ceux qui nous écouteront après. Je voudrais ouvrir cette parenthèse parce qu'il y a des gens qui ne sont pas voyants, des non-voyants qui nous écoutent, qui vont nous écouter. Donc, alhamdoulilah, Louis, elle est toujours là. Donc, pour eux, quand nous parlons de tout le monde, nous parlons de notre société, nous mettons dans notre société toutes les composantes de la société marocaine. Et au niveau de votre rapport, je tenais à vous féliciter sincèrement pour tout le travail qui a été fait et aux 2000, je pense, 2000 bénévoles qui vous ont, juristes ou je sais qui d'autres, au niveau du report, qui vous ont aidé à travers les 190 économies. Ma chère Leïla, encore une fois, désolée. La parole est à toi et le mot de la fin est à toi. Leïla, tu es toujours parmi nous? Oui, absolument, absolument. Et j'ai beaucoup aimé la suggestion de Souhaib qui consiste à rémunérer le travail non rémunéré ou à le prendre en compte. Je rebondirai, je partirai peut-être de cette proposition pour déjà mettre en place quelque chose qui est peut-être simple, ou en tout cas plus simple que le rémunérer en tant que tel, mais en tout cas faire en sorte qu'il donne droit à une protection sociale, ce qui n'est pas le cas évidemment. Donc aujourd'hui, les femmes sont exclues de la protection sociale alors qu'elles ont des besoins en termes de protection sociale beaucoup plus élevés que les hommes, ne serait-ce que en raison du fait qu'elles portent des enfants et qu'elles ont à connaître l'expérience de la grossesse et des accouchements. Donc, une protection sociale élargie à toutes les femmes et notamment également aux femmes qui sont en dehors du marché du travail. Alors, il y a plein d'idées. Je vais vous donner quelques recommandations qui sont formulées par la commission entreprise responsable et citoyenne de la CGEM. Inclure une dimension de genre dans les politiques de soutien à l'emploi. Aujourd'hui aussi, ce qui fait qu'on n'arrive pas à adresser cette question de manière fine, c'est qu'on dispose de peu de chiffres finalement. Et donc, faire en sorte que les politiques de soutien à l'emploi, des politiques publiques de soutien à l'emploi prennent en compte une dimension de genre, tel que c'est le cas, par exemple, aujourd'hui,
par la société civile. Je fais partie du conseil d'administration de EFE, Education for Employment, où on essaye d'insérer dans le monde du travail les jeunes diplômés. Et on est très fiers de traquer ce chiffre et de dire qu'aujourd'hui, on a inséré 52% de nos lauréats et des personnes qui passent par les parcours de EFE sont des femmes. Et c'est très important d'avoir des incentives qui font qu'on a intérêt à placer plus de femmes. C'est que comme ça qu'on corrigera cet écart qui est abyssal. Évidemment, on a parlé aujourd'hui du congé paternité, du congé de paternité. Ce serait évidemment un grand pas parce que c'est un grand pas pour deux raisons. La première, c'est que les maternités sont l'une des principales causes de décrochage des femmes dans la mise en œuvre de leur carrière. Et donc, le fait d'inclure les pères dans cette période-là, finalement, permet de les soulager, elles, premièrement. Et deuxièmement, permet aussi d'envoyer le message que c'est une responsabilité partagée. Je rajouterai dans la prolongation de cette proposition d'introduire, d'étendre le congé de paternité, celle d'investir dans des structures de garde des enfants. Ça, c'est d'ailleurs une recommandation qui est reprise dans le rapport du nouveau modèle de développement. Évidemment, la garde des enfants et le fait de permettre aux pères et aux mères d'avoir une structure qui permet d'assurer la garde de leurs enfants sur le lieu de travail ferait et permettrait qu'on ait moins de décrochage où les femmes se poseraient moins la question d'arbitrer entre une carrière et rester à la maison pour s'occuper des enfants parce que ça a un coût. Donc ça, c'est une mesure à laquelle il faut réfléchir et qui est mise en avant aussi par la Commission. Il y en a une autre qui est extrêmement intéressante, c'est celle sur l'entrepreneuriat. Donc, sur l'entrepreneuriat, on voit des initiatives portées notamment par la Banque mondiale, par un certain nombre d'organisations financières internationales, qui consistent à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, promouvoir le financement des entreprises portées par des femmes, l'accès au crédit, faciliter l'accès au crédit pour les femmes. Ça aussi, ce sont disons des initiatives absolument à encourager. Et finalement, juste prendre conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, au Maroc ou ailleurs, c'est une entreprise dont les codes, dont les horaires, dont la hiérarchie, dont l'organisation a été pensée par des hommes pour des hommes et dans lesquels les femmes doivent faire un travail d'équilibriste pour s'adapter, que ce soit au niveau des horaires, que ce soit au niveau des progressions, même, on le constate, au niveau du harcèlement sur les lieux de travail, avec un certain nombre voilà, avec des chiffres absolument affligeants sur cette question-là. Repenser l'entreprise comme étant au service du citoyen, comme étant la propriété de tout le monde, faire en sorte que les femmes investissent plus cet espace et se l'approprient, passe aussi par l'assouplissement, en fait. Aménager le temps de travail, aménager cette organisation qu'est l'entreprise, repenser l'entreprise de manière plus générale. Merci beaucoup, ma chère Léla. D'ailleurs, concernant la garde des enfants, cette histoire de garderie, hier, j'avais lu un superbe article sur l'Économiste d'une professeure qui s'appelle, voilà, j'ai noté son nom, Betsy Goldblatt, qui est professeure associée à la fac de droit de l'Université technologique de Sydney et qui est spécialisée dans les droits de l'homme, qui disait que l'importance de fournir des services des gardes d'enfants abordables et de qualité si l'on veut que les femmes puissent se rendre au travail. Et quand elle a dit ça, elle a bien expliqué comme quoi se rendre au travail, ce n'est pas uniquement se rendre au travail, apporter tout ce qu'elles peuvent apporter à la société marocaine. Mille merci à toi, à Souad, à Rachid, à Aïcha, à Mouad, à Hamza, à Amina, si j'oublie quelqu'un d'autre, et merci encore une fois à la Banque mondiale et à la CGM pour cette plateforme dédiée qui est More People City. J'invite les gens qui nous voient de bien vouloir évaluer le webinaire à la fin de ce webinaire-là. Je crois que Mouad va se fâcher avec moi parce qu'on a dépassé de 9 minutes. Ça a été un grand plaisir via Zoom, pas Zoom plutôt, via virtuel. Mais imaginez si c'était en présentiel, ça aurait été super. Je crois qu'on nous aurait chassé de l'hôtel ou d'un séminaire, d'un centre de conférence où nous serions. Merci encore une fois à tout le monde et au plaisir de vous revoir pour une autre séance ou session de webinaire animée par la Banque mondiale et la CGM ou d'autres. Merci beaucoup à tous. Au revoir.